Après les notions d'encapsulation et d'abstraction, nous abordons dans cette séquence vidéo-ci et les suivantes la troisième notion fondamentale de la programmation orientée objet, qu'est l'héritage. Mais commençons de suite par un exemple et oublions un petit peu pour une fois les rectangles et autres figures géométriques pour nous concentrer sur des personnages d'un jeu. Imaginons qu'on veut faire un jeu où on a donc par exemple des guerriers, des magiciens, des voleurs et autres, etc. Comment représenterions-nous cela ? On pourrait imaginer une classe pour les guerriers, une classe pour les voleurs, une classe pour les magiciens, ainsi de suite. Pour un guerrier, on pourrait donc imaginer qu'il ait comme attribut typiquement un nom, peut-être un niveau d'énergie, une durée de vie. Un guerrier aurait certainement une arme. Au niveau des méthodes, on pourrait imaginer qu'un guerrier peut rencontrer d'autres personnages. De même pour le voleur, il aurait peut-être aussi un nom, une énergie, une durée de vie. Il pourrait aussi rencontrer d'autres personnages, voire les voler. Le magicien, lui aussi, aurait son nom, son énergie, sa durée de vie, pourrait rencontrer d'autres personnages, et il aurait peut-être une baguette au lieu d'avoir une arme. On pourrait également avoir des sorciers comme des sortes de magiciens qui, en plus d'avoir une baguette, auraient aussi un bâton. Tout ceci dupliquerait beaucoup de code. Ça nous ferait perdre beaucoup de temps d'écrire tout cela et surtout poserait de gros problèmes de maintenance. Imaginons que l'on ne veuille plus que les personnages aient une durée de vie, mais qu'ils aient par exemple des points de vie, ou que l'énergie ne soit plus un int mais un double. Il faudrait alors corriger l'ensemble des classes que nous avons développées. C'est certainement pas une bonne façon de faire. La notion d'héritage en programmation permet justement de répondre à ce genre de problème en essayant de regrouper au maximum les parties communes, attributs et méthodes communes dans des classes, qu'on va appeler des superclasses, qui regroupent des caractéristiques qui sont ensuite enrichies ou spécialisées pour d'autres classes plus spécifiques. Dans notre cas, typiquement, ça serait une classe personnage, un personnage générique, qui d'ailleurs répondrait à un des problèmes de la conception présentée jusqu'ici, c'est qu'on n'avait pas de classe de type personnage. En anticipant bien sûr sur ce qui va suivre, avec l'héritage, nous pourrions faire quelque chose comme ceci, avoir une classe personnage qui regroupe l'ensemble des caractéristiques communes, nom, énergie, durée de vie, mais aussi des méthodes, donc comme par exemple rencontrer un personnage. Donc une classe personnage qui regroupe l'ensemble des caractéristiques de ces personnages et dont hériterait le voleur, le magicien, le guerrier, ayant chacun ses spécificités, une arme pour le guerrier, une baguette pour le magicien, une spécialisation ici avec une méthode volée pour le voleur, et puis de la classe magicien, on pourrait aussi faire une extension supplémentaire, un héritage de plus, pour avoir un sorcier qui est une sorte de magicien, qui aurait la baguette et en plus un bâton. Voilà ce à quoi sert l'héritage en programmation orientée objet. Il représente la relation est-1 et permet d'éviter la duplication de code, d'attributs et de méthodes. L'héritage permet ainsi de créer des classes plus spécialisées, des classes enrichies. On va parler donc de superclasses pour une classe à partir de laquelle on va dériver des sous-classes. On dira que les sous-classes héritent, et on mettra la flèche donc dans ce sens-là, les sous-classes héritent de la superclasse, et ces sous-classes seront donc des extensions, soit par ajout d'attributs de méthodes, soit par spécialisation de méthodes. Ce seront des extensions de la superclasse. Avant de les détailler chacune sur un exemple, voyons les implications de la relation d'héritage. Si on a une sous-classe C1 qui est créée à partir d'une classe C qui hérite d'une classe C, on va dire que C1 est un C, c'est-à-dire que le type est hérité. Donc par exemple, si j'ai une variable x de type C, si j'ai une variable y de type C1, je peux tout à fait mettre y dans x. C1, y est un C, est aussi un C. Par contre, dans cette copie, il est bien sûr copié en tant que C. Il perd sa spécificité C1 puisqu'il est copié dans un C et donc il est copié ici en tant que C. C'est simplement la partie C de y qui est recopiée dans x. Par ailleurs, la classe C1 va hériter de l'ensemble des attributs et de l'ensemble des méthodes de la classe C. Quand on dit l'ensemble des attributs et l'ensemble des méthodes, c'est sauf les constructeurs et sauf les destructeurs. Et encore en C++ 2011, on peut hériter les constructeurs, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard dans des séquences vidéo suivantes. Les attributs et les méthodes de C seront donc disponibles dans C1 sans qu'on ait besoin de les redéfinir explicitement. Et enfin,
des attributs et des méthodes supplémentaires peuvent être ajoutés à C1, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement, ou alors des méthodes héritées de C dans C1 peuvent être redéfinies, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. Revoyons tout ceci en détail sur un exemple. Imaginons donc que l'on ait créé une superclasse personnage et deux sous-classes guerrier et voleur, par exemple. Donc on a dit que lorsqu'une sous-classe C1, donc par exemple ici guerrier, est créée à partir d'une superclasse C, donc par exemple ici personnage, le type est hérité. En fait, un guerrier est un personnage, est aussi un personnage. Ce qui nous permet d'écrire le code suivant. Supposons qu'on ait donc déclaré une variable P de type personnage, une variable G de type guerrier, on les manipule, et à un certain moment, par exemple, on dit que le personnage P est le guerrier G. Donc on met le guerrier G dans le personnage P. On peut tout à fait faire ceci, puisque un guerrier est un personnage. Mais attention, on ne met ici de G dans P que sa partie personnage. Cette affectation ici se fait en tant que personnage, c'est la partie personnage de G qui est copiée dans P. Par exemple, les guerriers ont une arme, mais pas les personnages, donc ici, dans cette copie, l'arme ne serait pas copiée. Évidemment, on ne peut pas faire le contraire, on ne peut pas écrire G égale P. Un personnage générique n'est pas un guerrier. On peut avoir des personnages qui sont des voleurs, qui seraient des magiciens, et on ne pourrait pas mettre un voleur dans un guerrier, ça n'aurait pas de sens. Donc ici, la relation est bien orientée, c'est bien un guerrier qui est un personnage. De même, on pourrait imaginer donc avoir une fonction ici qui permet d'afficher un personnage, et on peut afficher G. G, qui est ici un guerrier, est passé comme paramètre à la fonction affichée en tant que personnage. La fonction affichée le verra en tant que personnage. On peut faire ceci parce qu'un guerrier est un personnage. Deuxième aspect de l'héritage, guerrier va hériter, c'est-à-dire recevoir, contenir l'ensemble des attributs et des méthodes de personnage. Donc par exemple, si personnage avait un nom, une énergie, une durée de vie et disons une méthode rencontrée, et que guerrier donc hérite de la classe personnage, alors dans guerrier, on aura aussi un nom, une énergie, une durée de vie, sans qu'on ait besoin de les redéfinir, et aussi une méthode rencontrée. Donc on pourrait faire des choses comme ceci. Supposons qu'on ait donc ici un guerrier G et un voleur V qui est aussi un personnage. G, ici, en tant que guerrier, va hériter la méthode rencontrée et donc on pourrait appeler, pourvu que cette méthode soit dans l'interface publique de personnage, on va pouvoir appeler G.rencontré de V ici. On passe donc le voleur V ici comme argument à la méthode rencontrée, mais ce qui m'importe ici, c'est de voir que la méthode rencontrée est disponible, accessible dans G. Guerrier a hérité de la méthode rencontrée de personnage. De même, si on avait donc une méthode quelconque dans guerrier, on pourrait directement, comme ceci, utiliser l'attribut énergie dans une méthode de guerrier, pourvu qu'il ne soit pas privé, l'attribut énergie qui est hérité de personnage dans la classe guerrier, sans qu'on ait besoin de rajouter aucune ligne de code. C'est automatique, c'est une des conséquences de l'héritage. Troisième et dernier aspect enfin que nous voulions souligner, même si donc les attributs et les méthodes sont hérités, qu'on les a dans les sous-classes, on peut quand même donc ajouter des attributs et des méthodes supplémentaires, ce qu'on appelle l'enrichissement. Donc par exemple dans la classe guerrier, on pourrait rajouter une arme, et on peut aussi donc redéfinir des méthodes, ce qu'on appelle les spécialisées. Donc par exemple, on pourrait redéfinir la méthode rencontrée dans la classe voleur en disant que par exemple, un voleur, quand il rencontre un autre personnage, il le vole par exemple. L'héritage est donc une notion très importante en programmation orientée objet parce qu'elle permet d'organiser le code, elle permet de rendre la conception beaucoup plus claire, elle permet d'expliciter les relations structurelles et sémantiques qui existent entre différentes classes. Par exemple, un guerrier est un personnage, un sorcier est une sorte de magicien. Elle permet aussi donc d'éviter d'avoir à réécrire de grandes portions de code, donc ce qu'on appelle de la redondance de code. Attention donc à bien utiliser l'héritage à bon escient. Il faut utiliser l'héritage pour représenter la relation est-un. Un guerrier est un personnage. Mais on ne va pas dire qu'un guerrier est une arme. On dit qu'un guerrier a une arme. Et pour représenter donc la relation a, possède, on utilisera ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, l'encapsulation. Et donc pour résumer, un guerrier héritera de la classe personnage, mais aura, encapsulera, aura comme attribut une arme.
Nous avons vu qu'une sous-classe qui hérite d'une superclasse héritait, c'est-à-dire recevait, possédait, les attributs et les méthodes de cette superclasse, sauf constructeur et destructeur. Cet aspect-là est transitif, c'est-à-dire que si nous avons une superclasse dont hérite la superclasse, alors nous récupérons au niveau de la sous-classe l'ensemble des méthodes et des attributs de ces classes. Donc plus concrètement, si j'ai une superclasse A dont hérite une superclasse B et dont hérite une classe C, nous allons récupérer au niveau de C les attributs et les méthodes de B, mais également celles de A, puisque B hérite de A, B récupère les attributs et les méthodes de A, et donc dans B, j'ai bien les attributs et les méthodes de A, et donc, par transitivité, je récupère au travers de B, dans C également, les attributs et les méthodes de A. Donc sur un exemple concret, si j'ai par exemple une classe personnage dont hérite une classe magicien, et disons qu'un sorcier est une sorte de magicien, donc la classe sorcier hérite de la classe magicien. À ce moment-là, dans la classe sorcier, nous aurons également un nom, une énergie, une durée de vie, lesquels ont été donc hérités, ainsi que la méthode rencontrée bien sûr, lesquels ont été hérités dans le magicien et sont donc à nouveau hérités au niveau du sorcier. Et bien sûr, le sorcier récupérera en plus un attribut baguette hérité du magicien. Nous avons donc comme ceci par héritage un enrichissement progressif de différentes classes, ce qui fait que au final, nous allons trouver, si l'on dessine toutes les relations d'héritage entre classes, un schéma arborescent, une structure comme ça d'arbre, où on va voir donc toutes les dépendances entre les classes, toutes les relations et1 et les relations donc d'héritage, d'attributs, de méthodes et aussi de types, qui va nous donner ce que l'on appelle donc une hiérarchie de classes, avec les classes les plus générales en haut, personnages, et les classes les plus spécialisées, les plus enrichies en bas. Pour résumer, la relation d'héritage nous permet donc d'éviter de la duplication de code en nous permettant de représenter dans notre conception des programmes la relation est1. On va concevoir des superclasses qui seront plus générales, qu'on va appeler aussi les classes parentes, qui vont regrouper les aspects plus généraux et dont hériteront ce qu'on appelle des sous-classes ou aussi des classes enfants, qui récupéreront l'ensemble des attributs, des méthodes et aussi le type de l'ensemble des superclasses dont elles dépendent. Dans un premier temps, l'on va faire hériter les sous-classes que d'une seule superclasse, puis l'on verra dans quelques semaines que si l'on veut, on peut faire hériter des sous-classes de plusieurs superclasses, ce que l'on appelle l'héritage multiple. Voilà, tout ceci vous a donc présenté d'un point de vue conceptuel ce qu'est l'héritage, d'un point de vue peut-être un peu théorique, mais comment en pratique faisons-nous pour faire hériter une sous-classe d'une superclasse ? Commençons par regarder un exemple concret. Supposons que l'on veuille définir une classe rectangle qui a une largeur et qui a une hauteur et qui est une figure géométrique, lesquelles figures géométriques ont une position. On aurait donc le diagramme d'héritage suivant, une superclasse figure géométrique avec un attribut position et une sous-classe rectangle qui hérite de figures géométriques. Un rectangle est une figure géométrique et qui aurait donc des attributs supplémentaires. Elle hériterait bien sûr l'attribut position, mais elle aurait des attributs supplémentaires que sont une largeur et une hauteur. Comment écrivons-nous ceci donc en C++? La syntaxe générale pour déclarer une sous-classe, pour faire hériter une classe d'une superclasse, est simplement d'ajouter deux points publics, le nom de la superclasse, derrière la déclaration de la classe, derrière l'entête de la classe, derrière la première ligne, classe, nom de la sous-classe. Donc par exemple, pour notre rectangle qui hérite de figures géométriques, nous avons la définition usuelle de la classe rectangle, mais on rajoute derrière classe rectangle deux points publics figure géométrique. Cela fait que la classe rectangle hérite de la classe figure géométrique. Un rectangle est une figure géométrique et récupère l'ensemble de ses attributs et de ses méthodes, mis à part constructeur et destructeur. La seule chose à ajouter donc à la définition usuelle de notre classe rectangle pour qu'elle hérite de la classe figure géométrique, c'est simplement cette portion-là de code. De la même façon, si je reviens à notre exemple des guerriers, où un guerrier est un personnage, on a donc une classe personnage qui serait définie, contiendrait tous les attributs dont nous avons déjà parlé, et on dit qu'un guerrier est un personnage en écrivant comme ceci la déclaration de la classe guerrier, deux points publics personnage, un guerrier hérite de personnage, un guerrier
est un personnage. Et ensuite, on aurait donc la définition usuelle du guerrier avec donc comme attribut supplémentaire ici son arme. Voilà, ceci conclut donc cette introduction générale sur le concept très important en programmation orientée objet de l'héritage. Les vidéos suivantes vont continuer à détailler ce concept d'un point de vue un peu plus pratique en ce qui concerne donc ses détails et ses implications.